Alors reprenons. Nous sommes ravis d'accueillir Grégory Jean aujourd'hui pour cette deuxième conférence. Grégory, tu es professeur à l'Université Côte d'Azur. À l'origine, tu es spécialiste de Michel Henry. Tu as publié beaucoup de choses sur lui et entre autres quand même un bel ouvrage qui s'appelle Force et Temps, essai sur le vitalisme phénoménologique de Michel Henry. Tu t'es orienté aussi sur des questions, on l'a évoqué, de la quotidienneté et sur la question aussi de l'anthropologie phénoménologique, qui a donné lieu d'ailleurs à un autre ouvrage important qui est L'humanité à son insu. Et dans un prochain ouvrage à paraître qui s'intitulera Franchir le mur. On ne sait pas si ça s'appellera vraiment comme ça, mais ça s'annonce autour de ça. Tu te livres justement une impressionnante ressaisie historique de la place en fait, de la tradition phénoménologique au sein de la philosophie moderne, on pourrait dire, rapidement. Alors aujourd'hui, justement, tu interviens sur le Buto. Oui. Voilà, donc je te laisse ta parole. Ok, bon, merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'égard des organisateurs de ces journées, de l'école rouennaise de phénoménologie, d'une part parce que je suis très content d'être parmi vous, et d'autre part parce que vous avez eu la gentillesse d'accepter que, pour une fois, le phénoménologue un peu aride que je sais être, prennent un peu les questions par la bande, et cette bande, aujourd'hui pour moi, ce sera une tentative d'articuler un discours philosophique avec une sorte d'étude de cas, qui sera à la danse plutôt de co-neurologie. Alors, pour commencer à introduire mon propos et puis aussi à clarifier le titre de cette intervention, puisque j'avais proposé l'antivitalisme du corps, dans le cadre du co-neurologie, je voudrais formuler un certain nombre de remarques préliminaires qui seront un petit peu longues, c'est une sorte de mise en place, les unes un peu factuelles et puis les autres qui seront proprement historiques et conceptuelles. Alors, quelques remarques factuelles. D'abord, je ne sais pas si vous connaissez Buto, ce que vous en connaissez, Buto en général, celui de Kobayashi en particulier, mais en fait, je souhaiterais, ou j'aurais souhaité, c'est pas tout à fait ce que je vais faire pour des raisons d'économie de temps et puis aussi de principe, des raisons de principe, vous en dire le moins possible. J'aurais aimé en fait commencer à vous le donner à voir et mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler une sorte de procédé de réaction phénoménologique, hein, c'est-à-dire une manière de ressaisir comme ça dans le vif du vécu, et aussi dans l'institution symbolique, bien sûr, de la langue phénoménologique, tel ou tel fragment de réalité. Bon, je vais simplement dire donner quelques éléments de point de repère. Le Buto est une danse japonaise qui a été créée par deux danseurs, Tatsumi Hijikata et Kazuo Ono, à la fin des années 50. Alors, je mets ici danse et danseurs entre 3000 guillemets, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et créée dans un contexte politique et culturel un peu particulier, puisqu'il s'agit de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une importation au Japon de la littérature, du théâtre, de la philosophie, notamment en française, de la première moitié du XXe siècle, donc Genet, Artaud, mais aussi Bataille, dont on parlait hier, et j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Alors, le nom complet de cette danse est Ankoku Buto, et ce terme, cette expression signifie, et c'est un point sur lequel insiste bien Pascal Quignard dans les pages tout à fait magnifiques qui consacrent la question du Buto en 2013 dans l'origine de la danse. Ankoku Buto, donc, signifie littéralement danse issue des ténèbres qui monte à ras du sol. Quignard met évidemment un tiret comme ça entre chacun de ces mots. Quant à Komuro-Bushi, donc il s'agit d'un élève d'Hijikata, qui est né en 1947 et qui est mort en 2015, et ce à quoi je vous proposerai ici de réagir phénoménologiquement, si j'ose dire, je vais passer donc un extrait d'une performance de Bushi. C'est donc une performance qui s'intitule Improvisation, qui est assez peu connue, je vois mon ami Frédéric Pougnot de l'avoir fait connaître, je le remercie. Et c'est une performance qui a eu lieu au Japon le 23 août 1998, dans la ferme de Min Tanaka, qui est un autre disciple d'Hijikata, qui est un peu connu en France parce qu'il est intervenu à la borne à l'invitation de Villers Guattari, donc il est un peu traîné dans le coin, si je peux dire. Et donc une improvisation qui a eu lieu à l'occasion d'un événement intitulé Hijikata 98, qui était destiné à commémorer le 13e anniversaire de la mort d'Hijikata et le 30e anniversaire d'une performance célèbre d'Hijikata qui s'intitule Révolte de la chair.
Voilà. Alors voilà pour les faits. Je ne vous en livrerai ici aucun autre. Et je vais simplement prolonger cette première série de remarques par une seconde série de remarques préliminaires, mais qui cette fois seront historiques et conceptuelles. Je vais un petit peu les étoffer parce que, au fond, l'enjeu pour moi, d'avance en quelque sorte, c'est d'essayer de vous donner à penser et à sentir ce que j'entends derrière cette expression, un peu étrange, d'antivitalisme. Alors, la question d'une portée phénoménologique et d'un enjeu phénoménologique du vitalisme, elle est pour moi centrale depuis plusieurs années. Là, Aurélien l'a rappelé tout à l'heure. En fait, elle était au centre des différentes lectures, puis de la lecture un peu systématique que j'ai tenté de faire de Michel Henry dans ce livre, où justement ce que je proposais, c'était de substituer à l'expression de phénoménologie de la vie l'expression de vitalisme phénoménologique pour désigner la pensée de Michel Henry. Et pourquoi est-ce que je proposais cette substitution? Parce qu'il me semblait que, à l'encontre, en marge de toute la tradition phénoménologique, Michel Henry avait tenté de proposer quelque chose comme une phénoménologie de la force, et que l'identité de la vie et de la force était précisément ce qu'il identifiait, enfin ce en quoi il voyait la signature philosophique de ce qu'il appelle lui-même le vitalisme. Donc l'idée était qu'il avait hérité de cette identité de la vie et de la force propre au vitalisme, mais qu'il avait tenté de donner un sens phénoménologique, d'où l'idée de vitalisme phénoménologique. Alors cette idée de vitalisme phénoménologique de Michel Henry, je suis entre-temps revenu dessus et revenu un petit peu radicalement parce que ce que j'essaie de penser lorsque je m'intéresse à Henry désormais, c'est plutôt quelque chose comme un anti-vitalisme phénoménologique. Alors, pas au sens où je reviendrai sur cette idée que ce qui caractérise la pensée de Henry, c'est d'avoir donné un sens, portée phénoménologique à la force, mais parce que c'est au fond la nature même de la force qui, dans le vitalisme historique et dans la pensée de Michel Henry, me semble finalement définie de manière rigoureusement opposée, ou plutôt, et ça va nous permettre de rejouer au fond la conversation qu'on a eue avec Aurélien, parce qu'il me semble que la pensée de Michel Henry renverse et nous donne des outils aussi pour résister à quelque chose comme une axiologie qui, historiquement, n'a cessé de surdéterminer et, à mon sens, de contaminer la détermination de la vie comme force. Alors, là-dessus, je voudrais faire là encore quelques petites remarques préliminaires et historiques. Historiquement, le vitalisme dont hérite Michel Henry et qu'il discute, et pour faire vite, on dira que c'est le vitalisme du XIXe siècle, une philosophie de la vie du XIXe siècle, ne consiste pas seulement à définir la vie comme une force, mais à loger dans cette force une double tendance. Une première tendance à la conservation de soi, et une deuxième qui, en excès perpétuel sur la première, en vise le perpétuel dépassement. Et de fait, vous voyez, l'un des traits les plus saillants de ce vitalisme philosophique qui, de Mendelssohn à Bergson, disons, mais aussi chez Schopenhauer et chez Nietzsche, pour mentionner deux grandes lignes d'interprétation dans lesquelles s'inscrit Michel Henry. Donc, l'un des traits les plus saillants de ces vitalismes est justement de conduire la philosophie à rejeter tant l'évolutionnisme de Darwin que celui de Lamarck. Pourquoi? Parce que malgré justement tout ce qui les oppose, qui est bien connu, tous les deux placent la tendance à la conservation au fondement même de l'évolution. Et l'idée de ce vitalisme sera au contraire de concevoir la force vitale comme une force en excès sur une tentative de la réduire à une simple tendance pour le vivant à se conserver, donc de concevoir la force vitale comme une tendance au dépassement, à la création, à la croissance et à l'augmentation de puissance. Je cite simplement ici un petit passage qui sont tout à fait caractéristiques, c'est le paragraphe 349 du Gai Savoir, où Nietzsche indique explicitement contre le conatus de Spinoza, mais aussi contre Darwin, que, j'ouvre les guillemets, vouloir se conserver soi-même est l'expression d'un état de détresse, une restriction du véritable instinct fondamental de la vie qui tend à l'élargissement. Et Nietzsche poursuit en assimilant la lutte pour la survie à une restriction momentanée de la recherche, de la prépondérance, de la croissance, du développement et de la puissance. Et lorsque Nietzsche formule ce qui lui paraît être l'essence même de la vie, donc encore une fois, une sorte de double tendance, et prend parti pour l'une des tendances contre l'autre, il me semble qu'il exprime en fait parfaitement l'essence même de ce vitalisme dont hérite Henry.
Deuxième petite remarque, cette polarité vitaliste, donc entre deux tendances, tendance à la conservation, tendance au dépassement, à la création, à la croissance, etc., trouve chez tous les auteurs qui s'en saisissent quelque chose comme une traduction dans deux dimensions qui en fait, sont liées et qui touchent de très près à la question de l'émotion, deux dimensions qui sont celles du mouvement et de l'affect. Du point de vue du mouvement, d'un point de vue dynamique, ce vitalisme opposera l'élan, l'élargissement, le développement, le dépassement, la croissance, qui serait située dans l'essence créatrice de la vie, à quelque chose comme la restriction, la limitation, le freinage, que lui opposerait une tendance conservatrice. Et d'un point de vue affectif, et en fait chez tous ces auteurs, on a quelque chose comme une réversibilité à chaque fois du mouvement et de l'affect. D'un point de vue affectif, ce vitalisme opposera également la joie éprouvée par la vie à affirmer sa puissance, à savourer la victoire de son autodépassement, etc., aux affects auxquels se cantonneraient de simples vivants, plus ou moins en détresse, qui seraient obnubilés par leur conservation et qui se révéleraient incapables d'éprouver autre chose, pour une formule de Tocqueville, que de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Alors, à la lumière des différentes manières dont s'exprime cette grande polarité constitutive des philosophies de la vie, il n'est pas difficile de voir pourquoi, comme je l'ai dit, cette polarisation est en réalité une hiérarchisation. Et une hiérarchisation telle que cette philosophie de la vie pourrait bien être, en tout cas c'est une thèse, et c'est la thèse que j'ai opposée hier à Aurélien, mais c'est le moment de relancer cette discussion, cette philosophie de la vie pourrait bien être quelque chose comme une philosophie de la mort, et en ce sens-là, un nihilisme qu'il s'agirait de saisir sur deux lignes. Pourquoi une philosophie de la mort? La première raison est que chez tous les auteurs qui mobilisent cette dualité, la division donc de la vie en vie conservatrice et vie créatrice conduit à voir dans la conservation elle-même, en tant qu'elle irait donc à l'encontre, en tant qu'elle freinerait la tendance excessive, supposée essentielle à la vie, à sa joie de conquête, conduirait donc à voir dans la conservation elle-même une sorte de mort, qu'il s'agirait en quelque sorte de combattre. En ce sens, si vous voulez, vouloir se conserver, refuser d'être toujours plus que ce qu'on est déjà, etc., refuser de croître, de se dépasser, serait pour les vivants que nous sommes une sorte de volonté nihiliste de négation de la vie, c'est-à-dire une mise à mort de sa tendance la plus essentielle. Et seconde raison pour laquelle cette philosophie de la vie est à mes yeux un nihilisme, c'est que dès lors que l'individu lui-même, ou le vivant, obnubilé, en tout cas concerné par sa conservation, s'oppose à la vie essentiellement conçue comme une création, celle-ci, la tendance créatrice de la vie, ne peut s'accomplir que comme une négation de ce freinage qui, au fond, s'assimile ou s'identifie au principe d'individuation. Et donc, la tendance créatrice de la vie ne peut s'accomplir ou s'effectuer que dans une sorte de mise à mort de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle l'accomplissement de cette essence créatrice de la vie supposerait d'accepter le sacrifice du vivant. Et c'est cette seconde identité entre création vitale et destruction du vivant qui, pour moi, constitue la seconde face du nihilisme vitaliste. Pour revenir au paragraphe 349 du Gai Savoir, je voudrais maintenant le relire en intégralité, enfin relire en intégralité la première phrase. Voilà ce que Nietzsche écrit. Vouloir se conserver soi-même, c'est l'expression d'un état de détresse, une restriction du véritable instinct fondamental de la vie qui tend à l'élargissement de la puissance et qui, c'est ça que je rajoute, petit fragment de phrase, fort de cette volonté, met souvent en question et sacrifie la conservation de soi. Alors, tout cela étant dit, et avant de vous confronter au buto de Konoguchi, je voudrais formuler mon hypothèse. Ma première hypothèse, elle touche Michel Henry, ce n'est pas lui qui sera ici l'interlocuteur principal, mais je voudrais simplement dire que malgré une certaine tendance chez Henry lui-même à définir la vie comme un accroissement de soi de surabondance, évidemment il y a le repère textuel tout à fait explicite, son opposition résolue au nihilisme qui est compris dans les philosophies de la vie, au double nihilisme compris dans les philosophies de la vie, nous oblige, je crois, à livrer de Henry une autre lecture, une lecture où cette supposée tendance de la vie à vouloir sacrifier sa conservation dans un projet excessif de soi-même, etc., se trouve justement dénoncée au nom d'une tendance contraire, c'est-à-dire au nom de la tendance de la vie à vouloir demeurer en soi-même, à demeurer dans l'impuissance radicale dans laquelle elle se trouve justement de se dépasser, à demeurer dans l'épreuve avec laquelle finalement pour Henry elle se confond, de ce que je voudrais nommer sa fondamentale précarité. Et j'ajouterai juste ici que ce n'est pas simplement à la philosophie moderne qui, au moins le XIXe siècle, se trouve animée, à mon sens, par cette lame de fond vitaliste. À une certaine époque, j'avais essayé de
montrer de manière un peu systématique comment cette double tendance en fait, réapparaissait dans les dispositifs philologiques classiques. Bon, je laisse ce point de côté. Il me semble que ce n'est pas simplement la philosophie, c'est notre monde lui-même hein, qui se trouve animé idéologiquement par cette double lecture, disons, des phénomènes vitaux et cette prise de parti hein, pour l'une de ces tendances contre de sorte que, bien au fond, ce monde nous condamne à comprendre la conservation du vivant comme un repli, une inertie, une fatigue, une faiblesse, une paresse, bref, comme une sorte de figure de la mort. Et ce monde, à cette mort, oppose le dépassement, la création, le projet indéfiniment répété de la croissance infinie, etc., fût-ce au prix de la destruction de tout ce qui rend possible, justement la conservation du vivant. Et de ce point de vue, une pensée comme celle de Michel Henry, en tout cas, telle que j'essaie de le dire, constitue quelque chose comme un acte de résistance hein, à ce monde. Et le buto de Komuro-Bushi, d'un autre point de vue, me semble aussi peut-être éminemment incarner ce type d'acte de résistance. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous proposer donc, de visionner cette petite performance. Alors, en réalité, elle fait 15 minutes. J'ai fait un petit montage, c'est honteux de faire ça, hein, mais bon, c'était pour pas prendre trop de temps, trop sur le temps de parole. Donc, j'ai réduit les 15 minutes à 6 minutes, mais c'est suffisant pour vous donner une idée de ce que je vais ensuite essayer de commenter. Est-ce que je peux voir dans le... Alors, n'hésitez pas à nous dire les personnes qui sont en ligne si vous voyez bien effectivement l'image. C'est là-bas.
Ouais. Il faut les boutons à gauche. J'ai indiqué que sur la traduction de Quignard, encore une fois, avec Frédéric Poulot, à mon avis, l'un des seuls penseurs français qui s'intéresse sérieusement de près actuellement au buto. En cocu-buto signifie les danses issues des ténèbres qui montent à ras du sol. Et, en un certain sens, cette expression, vraiment, commence à avoir plus de sens pour vous quand vous avez vu cet extrait. Hijikata lui-même avait une formule pour caractériser le buto, que je voudrais aussi vous livrer. Le buto, disait Hijikata, c'est un cadavre qui se tient debout au péril de sa vie. Cadavre qui se tient debout au péril de sa vie. Et je ne crois pas qu'on puisse, au fond, mieux décrire et d'une manière aussi précise, mais aussi émouvante, ce que nous venons de voir et dont, en tout cas, dans mon cas, il est vraiment très difficile de me remettre. Alors, cette formule, un cadavre qui se tient debout au péril de sa vie, une formule qui est évidemment paradoxale, et d'ailleurs paradoxale au moins à deux titres, d'une part parce que ce sont les vivants, non pas les morts, qui éventuellement se tiennent debout, bon, et d'autre part parce qu'on ne voit pas bien quelle vie un cadavre pourrait, du fait même de se tenir debout, mettre en péril, puisque précisément il est déjà mort. Et pourtant, en dépit de ce paradoxe, ou grâce à lui, je crois en effet qu'aucune formule ne résume mieux la profonde résistance, à mes yeux, que le buto oppose à la métaphysique vitaliste et à l'axiologie à laquelle elle s'articule. Alors, il faudrait entrer ici dans le détail, et notamment essayer de montrer comment tout cela résonne avec une histoire du traitement du mouvement dans le cadre de la philosophie moderne. Je ne vais pas le faire, ça prend trop de temps. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de montrer en prenant de nouveau la chose un peu de biais, c'est-à-dire en restant dans le domaine de la philosophie de l'art et en fait particulièrement dans le domaine de la philosophie de la danse. Alors, pour ce faire, je voudrais me référer à un texte assez célèbre, écrit par quelqu'un dont il a été question justement hier, à savoir par Paul Valéry, en 1943, et un texte qui s'intitule précisément « Philosophie de la danse ». Alors, je voudrais le reprendre et vous en lire quelques passages, une sorte de coupure, une sorte de synthétique, et puis essayer de le commenter à deux. Donc voilà ce qu'écrit Valéry dans ce texte célèbre. « La danse est un art déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps humain, mais action transposée dans un monde, dans une sorte d'espace-temps qui n'est plus tout à fait le même que celui de la vie pratique. L'homme s'est aperçu qu'il possédait plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires et musculaires qu'il n'en avait besoin pour satisfaire aux nécessités de son existence, et il a découvert que certains de ces mouvements lui procuraient, par leur fréquence, leur succession ou leur amplitude, un plaisir qui allait jusqu'à une sorte d'ivresse, et si intense parfois qu'un épuisement total de ses forces, une sorte d'extase d'épuisement, pouvait seul interrompre son délire, sa dépense motrice exagérée. Deuxième passage. Certes, nous pourrions ne mener qu'une vie strictement occupée du soin de notre machine à vivre, dit Valéry, parfaitement indifférent ou insensible à tout ce qui ne joue aucun rôle dans les cycles de transformation qui composent notre fonctionnement organique. Mais l'homme est cet animal singulier qui se regarde vivre, qui se donne une valeur et qui place toute cette valeur qui lui plaît de se donner dans l'importance qu'il attache à des perceptions inutiles et à des actes sans conséquences physiques vitales. C'est un petit extrait. Ainsi, le corps de la personne qui danse semble s'être détaché de ses équilibres ordinaires. On dirait qu'il joue au plus fin avec sa pesanteur dont il esquive à chaque instant la tendance. Il semble bien qu'il n'ait affaire qu'à soi-même et à un autre objet, un objet capital duquel il se détache ou se délivre, auquel il revient, mais seulement pour y reprendre de quoi le fuir encore. C'est la terre, le sol, le lieu solide, le plan sur lequel piétine sa vie ordinaire et procède la marche, cette prose du mouvement humain. Alors, pour dire les choses un peu frontalement, je ne connais aucun texte qui décrive plus mal ce à quoi nous venons d'assister. C'est-à-dire aucun texte qui n'énonce avec autant de rigueur l'inverse de ce que nous venons de voir. Et pour le montrer, je voudrais essayer de le commenter rapidement en insistant sur différents points. La première thèse de Valéry, c'est que la danse, comme tout art, en fait, probablement à la racine de tout art, dans une certaine mesure pour Valéry, la danse serait un art de la vie, mais de la vie en tant qu'elle excède
dans ses formes supérieures, c'est-à-dire au fond pour Valérie humaine, la conservation, ce que Valérie appelle la vie physique, un art de la vie, par conséquent, en tant qu'elle veut faire autre chose que de se conserver et en tant qu'elle attribue à ce vouloir une valeur supérieure. Et j'ajouterais ici que cet excès, qui se donne à éprouver comme un plus, l'homme possède plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires qu'il en a besoin pour se conserver, etc. Cet excès résonne étrangement avec la définition que Bergson donnait de l'esprit quelques années auparavant. On trouve par exemple dans la conférence sur l'âme et le corps, ou encore dans la conférence de Madrid sur l'âme humaine, Bergson écrit « L'esprit est une force qui peut tirer d'elle-même plus qu'elle ne contient, rendre plus qu'elle ne reçoit, donner plus qu'elle n'a. La puissance spirituelle est une force qui peut tirer d'elle-même plus qu'elle n'enferme en soi. » La danse, selon Valérie, est donc un art de la vie, non pas comme vie physique ou matérielle, mais comme principe spirituel, c'est-à-dire comme esprit, mais en tant qu'esprit ne serait justement rien d'autre que cet excès de la vie sur elle-même et sur sa propre matérialité. Deuxième remarque, cet excès de la vie prend dans le texte de Valérie différentes formes, mais qui au fond reviennent au même. Premier point, excès, on l'a dit puisque c'est sa définition, sur la vie pratique, sur la vie physique, sur la nécessité de l'existence, sur les opérations qui ne sont indispensables qu'à sa conservation. Excès par conséquent sur ce qui, du corps, renvoie au mécanisme, le soin que nous prenons à notre machine à vivre, de Valérie, ou à l'organisme et à ses fonctions répétitives, les cycles de transformation qui composent notre fonctionnement organique. Excès ensuite de la vie sur son existence terrestre, puisque danser, se défouler le sol ou le lieu pour le fuir, dit Valérie, et sur ce qui à la fois constitue cette existence réellement et la symbolise, à savoir la pesanteur, avec laquelle, dit Valérie, le danseur joue au plus fin et donc il esquive en fait, à chaque instant la danse. Triple excès par conséquent, excès sur la répétition mécanique, sur les fonctions organiques, sur la terre et sur la pesanteur. La danse serait l'activité, au fond spirituelle par excellence, la quintessence de l'élévation de la vie au-dessus de son désir de se conserver et de son rapport à la terre qui rend cette conservation possible. Excès pour lequel Bergson, dans un passage célèbre du Rire, avance un concept qui, se faisant, semblera pour toujours exprimer le propre de la danse, Bergson écrivant, vous le savez, l'immatérialité qui passe ainsi dans la matière est ce qu'on appelle la grâce. Philosophie de la danse, philosophie de la grâce. Alors, jusqu'où va cet excès? Jusqu'à l'esprit, évidemment, c'est la thèse de Valérie, mais un esprit qui, en tant qu'il transcende la vie et ses petits tracas de conservation, prend justement une figure de la mort. Non pas la mort de la vie comme esprit, mais la mort de la vie physique, c'est-à-dire mort de la vie physique, qui est la vie de l'esprit même, ou le propre même de la grâce. Ce dont il s'agit, puis en effet Valérie, c'est d'une ivresse si intense qu'elle conduit le vivant, engagé dans une dépense motrice exaspérée, à une extase d'épuisement. L'extase d'épuisement. Alors nous sommes en 1933, à peu près à la même époque, Georges Bataille a fait paraître un article fondateur, dont on a un peu parlé hier, la notion de dépense, où il disait exactement la même chose, ce que dit ici Valérie, mais en un sens où il prenait ses responsabilités, puisque la vérité pour Bataille est que si cette dépense qui cristallise entre autres en art, mais pas seulement, s'oppose à la conservation de la vie, elle constitue, si on veut, le lieu même de l'esprit, mais un lieu de l'esprit qui est en même temps un lieu de mort. La capacité de l'homme à excéder la simple vie en lui, à vouloir autre chose que sa conservation, n'est rien d'autre qu'un certain pouvoir, ou un certain vouloir même de mourir, de sacrifier sa vie au nom de son élévation spirituelle. Et évidemment, ici se noue quelque chose qui résonne très fortement avec la formule par laquelle Schumpeter, vous savez, définissait le capitalisme, c'est la création et la destruction. Dans une lignée, évidemment, explicitement, Schumpeter, dans une lignée explicitement Nietzsche. Alors, admettons cette lecture un peu schématique, un peu outrée de Valérie, et admettons que cette métaphysique vitaliste soit une catastrophe dont le vivant, en tant que vivant, ne peut pas vouloir, et une catastrophe qui malheureusement constitue la configuration même de notre monde. Et admettons enfin qu'à certains égards, la danse que décrit Valérie, bien ou mal, peu importe, aussi belle et gracieuse qu'elle soit, il ne s'agit pas de le nier, incarne le principe même de cette catastrophe. Admettons tout cela et demandons-nous, y aurait-il une forme de danse qui incarnerait quelque chose comme une résistance à ce vitalisme, une résistance à ce vitalisme. Alors je voudrais revenir à l'improvisation de Komuro-Obuchi et à l'idée qu'il s'agit d'un cadavre qui tente de se mettre debout, de conquérir sa verticalité, mais au péril de sa vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors déjà, à bien des égards, il faut reconnaître que ce que nous donne à voir Komuro-Obuchi est une anti-danse,
ça que tout à l'heure, j'ai dit que s'agissait d'une danse, qu'il fallait mettre des guillemets, une anti-danse, au moins au sens où ce qui nous donne à voir, c'est le contraire même de la grâce. Et il y a là comme une sorte de vérité du bergsonisme de Valéry, puisque vous vous rappelez que Bergson, dans une page encore fameuse du Rire, expliquait que le contraire de la grâce était le comique. Et il est vrai que, et d'ailleurs c'est atteste certaines réactions du public, alors qu'il va être très mal à l'aise, en même temps qu'il faut recevoir comme tel, hein, il est vrai que cette improvisation de Komuro-Bushi est quelque chose de comique. Mais le rire que cette improvisation provoque, et je pense, c'est pas Buster Keaton, hein, je pense que c'est d'abord quelque chose comme un rire de malaise. Le corps de Komuro-Bushi n'est pas drôle en fait. Il est angoissant, il est obscène, il a quelque chose de repoussant. Et c'est ce caractère répugnant, obscène et angoissant du corps de Komuro-Bushi, et pas sa dimension comique en fait, qui lui permet d'incarner en effet le contraire de la grâce. Bon. Mais en même temps qu'il incarne tout cela, ce qui nous donne à voir, en tout cas c'est ma conviction, a infiniment plus de dignité que ce que pourra jamais nous montrer ou nous donner à voir un danseur aérien. Alors qu'est-ce que ça signifie ici, dignité? Je voudrais commencer par remarquer, et c'est pour moi un point tout à fait décisif, qu'en même temps qu'il incarne phénoménologiquement le contraire de la grâce, il est impossible de déterminer ontologiquement ce corps par les catégories dont Bergson et Valéry nous disent qu'elles s'opposent à l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que le corps de Komuro-Bushi n'est ni un corps mécanique, ni un corps cantonné à ses fonctions organiques, ni un corps occupé à marcher sur un sol au-dessus duquel il ne songerait pas à s'élever, etc. Il n'est pas du tout un corps pris dans ce que Valéry appelle un espace-temps de la vie pratique. Ou, pour le dire en bon bergsonien, il ne s'agit pas d'un corps pris dans la vie en tant qu'elle assure sa propre conservation, justement, ou qu'elle ne fait qu'assurer sa propre conservation. Et c'est, je crois, ce que dit la formule d'Hijikata, selon laquelle le danseur Buto est un cadavre. Car il est évident que le corps de Komuro-Bushi n'est pas un corps vivant, non pas du tout parce qu'il ne parviendrait pas à s'élever et à se transfigurer en un corps vraiment vivant, c'est-à-dire un corps spirituel qui nous devrait avoir la vraie vie contre la vie ankylosée dans ses basses besognes d'autoconservation. Donc le corps de Komuro-Bushi, comme on dit, il n'en est même pas là, c'est-à-dire que son problème est tout à fait ailleurs. Et si son problème est tout à fait ailleurs, si son problème n'est pas de transcender la vie physique et de la dépasser, comme nous y encourage la métaphysique vitaliste, c'est parce que ce désir de conservation lui-même, les conditions de sa réalisation sont pour lui déjà un problème. La conservation est déjà un problème de ce corps. Ou encore, ce qui constitue le point de départ, c'est-à-dire les données du problème de la danse, selon Bergson et Valéry, et pour Komuro-Bushi, un point d'arrivée en lui-même problématique. C'est-à-dire, avant de songer à dépasser la conservation, le régime mécanico-organique de la corporité propre à la vie pratique ordinaire, etc., encore faut-il parvenir à se conserver. C'est-à-dire à devenir ce corps mécanique-organique que viendra éventuellement spiritualiser la grâce. Ou pour le dire autrement encore faut-il parvenir à se tenir debout. Et c'est ce que tente de faire Komuro-Bushi, un peu comme il peut, en échouant perpétuellement. Ou encore, faut-il parvenir à sortir du trou, et c'est ce qu'il a du mal à faire. Et c'est ce pourquoi il appelle à l'aide. Help, help. Ce que le corps de Komuro-Bushi nous donne donc à voir, en tout cas c'est la lecture que je vous en propose, c'est qu'avant même de chercher à se spiritualiser, en triomphant par la force de son activité intérieure, de la résistance que lui opposerait la matière, le mouvement vivant doit lui-même être conquis, non pas contre ce qui viendrait le contrecarrer, mais à partir de ce qui, a priori, l'empêche. Ce que montre par conséquent Komuro-Bushi, c'est que même le mouvement mécanico-organique, qui, pour les penseurs de la grâce, va tellement de soi que la seule chose à nous demander à son sujet serait de savoir comment le dépasser, en vue de sa spiritualisation. Même ce simple mouvement est un problème pour le vivant. Et c'est justement ce problème préalable que Komuro-Bushi nous donne à voir. Il y a quelque chose qui lui résiste, sous la forme d'une résistance intérieure, a priori, à laquelle le mouvement doit d'abord être arraché. Et c'est cet arrachement, l'extraordinaire difficulté de cet arrachement, que danse, entre guillemets, Komuro-Bushi, perpétuellement ramené, cloué au sol, perpétuellement en chute. Le corps de Komuro-Bushi nous dit quelque chose comme vivre, bouger, agir, marcher, ne vont pas de soi. Tout cela constitue le premier effort et peut-être même l'essence même de tout effort. D'où l'impression que ce que fait ici le danseur Buto,
essayer par tous les moyens de bouger, de se lever, de marcher, de sortir de tout, etc. Il le fait pour nous, c'est-à-dire pour nous montrer quelque chose, mais seulement pour nous, au sens où, laissé à lui-même, il ne le ferait pas. Ou plus exactement, ce qu'il nous montre en tentant de le faire, c'est quelque chose comme la vie en lui en tant qu'elle-même ne veut pas le faire. C'est-à-dire, faire, c'est ce que la vie elle-même ne veut pas faire. Et ce qu'il nous montre alors, et on prête en réalité son corps à la vie pour que, à travers lui, elle le montre en quelque sorte, ce qu'il montre, c'est que l'injonction au mouvement et la condamnation de tout ce qui est immobile, ankylosé, recroquevillé, est en réalité une violence que nous faisons à la vie et qui la met en péril. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, à mon sens, il n'y a guère que Michel Henry qui soit allé, je ne dis même pas aussi loin, mais tout simplement qui soit allé dans cette direction, dans sa phénoménologie de l'agir et du mouvement. Il n'y a guère que lui, à mon sens, qui est tenté de développer une philosophie de la vie qui aille à l'encontre de ce qu'il nomme lui-même une métaphysique de l'acte, dont, comme vous le savez, Frank Fischbach a montré il y a un petit moment déjà, le livre me paraît toujours aussi génial, dont Fischbach a montré dans L'être et l'acte qu'elle constituait justement le paradigme fondamental de la modernité philosophique. Il n'y a guère que Michel Henry qui, à mon avis, au XXe siècle, ait développé une philosophie antivitaliste, ce qui veut dire aussi, étant donné les équivalences que j'ai essayé d'opposer, anti-spiritualiste de la vie. Ainsi, de cette déclaration, justement, me semble rigoureusement et radicalement antivitaliste en ce sens-là, on trouve au paragraphe 37 de l'essence de la manifestation, que je voudrais vous lire. La vie ne veut rien, ne se propose rien. Elle est sans projet et sans désir. Parce qu'elle ne veut rien, parce qu'elle n'a ni projet ni désir, parce qu'il n'y a rien en elle dont elle soit séparée, tout en elle aussi il repos. Elle est dans cette absence de trouble, sans rien qui la divise, le calme de son absolue simplicité. La source de ce repos, cependant, n'est pas une simple privation, c'est en elle que l'essence se repose. En elle, cela ne signifie pas seulement qu'en l'absence de toute transcendance, l'essence cesse de s'en aller en dehors d'elle, dans l'extériorité. En elle désigne l'endroit où l'essence se repose, ce qui lui reste, ce qui lui est donné quand, dans sa parfaite immobilité, elle ne se propose et ne se donne plus rien d'autre, au point l'essence elle-même. Et c'est la raison pour laquelle, chez Henry, l'excès, l'accroissement de soi, le projet, le désir infini de se dépasser, n'est jamais le mouvement par lequel la vie s'effectue ou réalise son essence, mais quelque chose comme le contre-mouvement auquel il appartient à son essence de résister, comme elle résiste à la philosophie de la double mort constitutive du nihilisme. Voilà pourquoi aussi, chez Henry, l'agir excessif n'est jamais un prolongement de la vie, c'est-à-dire son accroissement propre, mais ce que le paragraphe 36 d'incarnation décrit justement comme un arrachement. La capacité originelle de pouvoir, Henry, doit d'abord se mettre à l'œuvre à partir de soi, arc-bouter sur soi comme sur son propre sol, et s'arracher à cette passivité radicale dans laquelle elle est donnée à elle. Et voilà enfin pourquoi, pour Henry, toute action est un effort, pas du tout comme le pensait même de Buron, parce qu'il serait d'abord l'effort de la vie elle-même, porté par sa volonté de se mouvoir pour triompher du monde et de ses résistances, mais elle est un effort parce qu'elle doit préalablement s'arracher à la passivité qui lui résiste. Effort non pas contre, en ce sens-là, mais à partir de ce point ontologique qui est la vie même et qui résiste à la violence du mouvement que nous lui arrachons. Alors, une dernière remarque pour conclure. Admettons que cette passivité soit ce qu'éprouve Koguro-Bushi et qui nous fait éprouver à son tour, en nous donnant à voir de tout son corps, au fond, ce qu'il en coûte à la vie de sortir de cette passivité, en nous montrant que nous ne nous mettons jamais debout quand nous nous arrachons à quelque chose, et ce faisant en mettant la vie en péril, en l'arrachant elle-même du lieu où, comme dit Henry, elle repose, se repose. Admettons tout cela et posons une dernière question. Que serait une philosophie de la vie qui en serait véritablement une, c'est-à-dire qui ne serait pas une philosophie de la mort déguisée? Ce que montre Koguro-Bushi, à mon sens, c'est que, je l'ai dit, le mouvement est une violence faite à la vie, un arrachement dont nous oublions, au fond, le caractère précaire. Arrachement à ce que Michel Henry nomme son repos et que cristallise l'affect fondamental de l'effort. Et en nous montrant ceci, il nous suggère, je crois, autre chose, à savoir que partout où cette précarité du vivant sera gommée, partout où sera recouvert cet arrachement au repos de la vie qui fait du vivant un vivant, partout où se trouvera
masquer quelque chose comme un désir profond d'y séjourner ou d'y retourner, qui seul donne sens à nos tentatives de nous tenir debout, et qui explique que pour ce faire, nous avons besoin les uns des autres. Partout donc où on valorisera le triomphe de la grâce et l'affirmation de la puissance, partout où règne quelque chose comme une univocité de l'activité et de cette pleine positivité de la volonté, eh bien régnera aussi et par là même quelque chose comme une méconnaissance du vivant et sera érigé en valeur suprême le principe même de sa destruction. Je terminerai donc en disant qu'une philosophie de la vie qui ne serait pas une philosophie de la mort se devrait d'être quelque chose comme une philosophie de la précarité des vivants, au sens où je l'ai indiqué ici. Cette précarité que, je crois, pense Henri et que Dansko Murobuchi, et dans laquelle il situe tous deux, à mes yeux, à juste titre, notre dignité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, pour les questions, est-ce qu'il y a des questions? Merci, Grégory, pour ce magnifique exposé. Très clair en plus sur vraiment la posture de Michel Henry et en lien avec le Bouteau. Alors oui, d'abord dans la salle ou dans la salle virtuelle, je garde mes questions pour après, à moins que. Alors je commence rapidement. Je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vais te poser des questions qui vont paraître naïves d'abord sur le Bouteau. Dans cette anti-danse où on voit que les problématiques, comme tu disais, le mouvement de conservation, de la vie physique, etc., pourquoi finalement c'est ramené tout de suite à un corps cadavre, à un corps ou de mort-vivant, je ne sais pas. On pourrait aussi peut-être, pourquoi tu penses les auteurs n'insistent pas sur, par exemple, le côté enfance, d'apprentissage du mouvement, ou même peut-être, ça peut se faire penser aussi, tu sais, de ces gestes du fœtus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même avant la naissance, il pourrait y avoir donc ce plan-là qui est vraiment l'opposé du cadavre. Et j'ai l'impression peut-être que c'est dans une veine qui a de la cruauté, je sais pas, qui a une tonalité plus sombre, en fait. Mais, peut-être que tu vas répondre. Voilà. Et là, ma deuxième question est plus axée sur Henri. Est-ce que c'est pareil, hein, en fait, donc dans ce cas-là, tu essayes de montrer qu'il y a bien une pensée antivitaliste dans la vie henrienne, et en même temps, est-ce que c'est comparable, est-ce que c'est beaucoup plus secondaire, dérivé chez Henri? Mais il me semble aussi, par exemple, dans un texte plus accessible, mais comme dans La Barbarie, il y a une revendication nietzschéenne de l'accroissement de la vie. Donc, on a l'impression qu'il appartient en partie aussi à la tradition vitaliste. Donc comment tu hiérarchises, on va dire, les choses dans sa pensée? Sur la première question, oui, c'est tout à fait central. Alors, du coup, tu comprends pourquoi Quignard s'est tellement aussi intéressé à la question du Bouteau, parce que, effectivement, la lecture des Jicata, où le corps pré-organique, pré-mécanique, il s'agit de penser à le cadavre, et je pense d'ailleurs que c'est parce que là, vraiment, on a l'impression d'un film de mort-vivant. Et je pense que, comme c'est un hommage à Jicata, je pense que là, vraiment, il a voulu danser cette phrase de Jicata. C'est mon interprétation, je ne vais pas d'éléments factuels là-dessus. Mais il y a évidemment d'autres intentions du Bouteau et d'autres courants, parce que le Bouteau en général, tendances un peu différentes, sont tout à fait en phase avec ce que tu dis. L'idée étant qu'au fond, ce qu'il s'agit de danser, c'est un sujet larvaire qui peut tout aussi bien être effectivement quelque chose comme l'incarnation d'une vie fétale, avec des mouvements qui sont au fond, là aussi, désorganisés au sens anti-organique, enfin, qui ne sont même pas encore véritablement mécanistes. Hein. Donc oui, c'est très juste. Alors moi, je suis peut-être davantage sensible à ça, mais bon, enfin, donc, en effet, c'est une possibilité. Ce qui est certain, c'est que, alors, parce que tu as l'air de dire que la vie fétale est au contraire une vie pleine de vie, pleine de... justement, là, je pense que Quignard désenchante un peu la vie du fœtus, et il n'est pas du tout certain que ce ne soit pas une vie absolument tragique, enfin, que la chair du fœtus soit une chair tout à fait traversée par une vraie catastrophe. Voilà. Donc, je veux dire, ce n'est pas forcément plus
tu disais, ça c'est un peu noir. Bon, c'est pas forcément moins noir, la chair du fœtus. Moi, rien, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas certain que là, il faille faire une distinction centrale. Bon, après, la question sur Henri, c'est évident que c'est très problématique et je ne suis pas, en fait, si on fait une lecture très attentive des textes, on peut faire tenir mon interprétation parce que très précise. Mais je ne suis pas certain que Henri ne soit pas traversé en fait par une double intention. Je pense qu'il y a une vraie inspiration vitaliste chez lui et que, effectivement, dans sa philosophie de la culture, mais pas seulement, dans sa philosophie de l'affectivité, il y a vraiment une volonté de faire place à l'idée d'accroissement, etc. Mais en même temps, il me semble que dans toute une autre série de textes, il y a tout un ethos philosophique qui résiste à ça. Et c'est pour ça que je me concentre sur l'idée du nihilisme, parce que pour le coup, à chaque fois qu'il parle du vitalisme, il en critique le nihilisme. Or, quel est à ses yeux pourquoi est-ce que le vitalisme est nihiliste pour lui? Alors d'abord, il y a une définition du nihilisme anti-heideggerienne, et en tout cas pas heideggerienne, où il explique que le nihilisme, ce n'est pas une philosophie du néant d'être, c'est une philosophie du néant de vie, c'est-à-dire de la mort. Et ce qui me paraît déjà assez intéressant, hein, parce que évidemment les lectures ensuite épocales du nihilisme changent complètement. Et à chaque fois qu'il essaie de penser le nihilisme, en fait, il définit le nihilisme par la désindividuation. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il reproche fondamentalement à Schopenhauer, ce n'est pas du tout l'identité de la vie et de la force, au contraire, il revendique ça, hein, mais c'est le fait que la force soit fondamentalement anonyme chez Schopenhauer. Et donc, chaque fois que Henri peut diagnostiquer quelque chose comme une volonté de la désindividuation et une idéologie de la désindividuation, il le condamne comme nihilisme. Et donc, en ce sens-là, il me semble que les armes critiques qu'il nous fournit à l'encontre de ce nihilisme sont plus fortes que les quelques appointances, disons, que certains aspects de sa pensée ont abordé. Moi, j'aurais une question éventuellement sur le modèle un peu général de la philosophie de la vie. Parce qu'en réalité, en t'écoutant, mais c'est un peu souvent aussi comme ça chez Henri d'ailleurs, j'ai quand même vraiment le sentiment que ce dont on parle et l'enjeu, c'est la vie humaine. Et dans le modèle du vitalisme que tu critiques d'ailleurs, on peut se demander si ce n'est pas aussi peut-être ce mouvement d'élévation qui justement ferait la vie humaine par rapport à ce mouvement de conservation qui serait le propre du vie simplement animal, végétal, en tout cas pas proprement humaine, comme d'ailleurs quand tu parlais de Bergson, tu parlais aussi de pouvoir spirituel qui est pour le propre humain en fait. Donc voilà, c'est mon première remarque du coup là-dessus. Est-ce que voilà, ce qui va dans ce sens-là pour moi, c'est le fait que tu as mis au centre de son propos le concept de dignité, qui est le concept fondamental de l'humanisme au sens classique du terme. Donc la dignité, c'est bien précisément une caractéristique, c'est la dignité humaine, quoi. Donc ça c'est la remarque que je pourrais faire. Sur le deuxième remarque qui va s'articuler à ça, c'est sur le fait que si, bon voilà, si est-ce que dans ce que tu critiques, c'est la hiérarchie fondamentalement entre ces deux mouvements de dépassement et de conservation qui fait que du coup, ce qui ne serait pas dépassement serait pas vraiment vivant. Mais du coup, est-ce que c'est pas juste parce que après, tu soulignes ou tu suggères qu'il y a une dimension idéologique sociale en fait aussi aujourd'hui clairement là-dedans, libéral, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est pas justement parce que c'est un certain type de mouvement ou de dépassement qui est posé, savoir en gros le mouvement de victoire, de l'emporter sur soi, sur les autres, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement de dépassement qui pourrait être un autre type de mouvement? Est-ce que au-delà de la conservation, il n'y a pas une dynamique vitale aussi qui peut être un mouvement, mais qui ne serait pas simplement un mouvement de lutte, de victoire sur soi ou de victoire sur les autres, ce serait par exemple un mouvement de solidarité. Et là, on rejoint aussi les problématiques sur la question de la vie humaine. Parce que est-ce qu'on peut penser une vie humaine qui serait juste sans cette dynamique-là aussi, quoi? Est-ce que le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les deux, ou est-ce qu'il y a ces deux tendances fondamentalement? Voilà, je ne sais pas si mon question est claire. Si. La deuxième question est très difficile, évidemment, mais sur la première, je peux répondre. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'une vie humaine? En réalité, cette double, ce que j'appelle la double tendance, elle est présente dans les philosophies de la vie qui ne se présentent pas comme des philosophies de la vie humaine.
évidemment évident chez Nietzsche, c'est aussi évident chez personne. L'évolution créatrice, c'est pas l'évolution créatrice de la vie humaine. Je pensais plutôt à Henri quand on est sur un. Concernant Henri, il y a effectivement, c'est parfaitement anthropocentré, mais en même temps, c'est anthropocentré. Mais justement, ce qu'Henri a toujours dit, enfin, pas toujours dit, mais quand il a essayé de répondre à cette objection qu'on nous sait toujours, il a toujours dit. Au bout du compte, c'est précisément parce que je ne fais pas de différence dans les vivants que parler de la vie humaine est une manière de parler de la vie en général, et par conséquent, ce n'est pas anthropocentré. Je ne suis pas certain que la réponse soit parfaitement admissible, mais en tout cas, il prie. Mais sinon, cette double tendance, non, elle est bien vraiment dans les philosophies. Et elle se positionne par rapport à la théorie de l'évolution. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est évident que Nietzsche et Bergson se positionnent contre l'évolutionnisme, mais pas du tout parce qu'ils ne croient pas à l'évolution, c'est vraiment pas le sujet, mais parce que le moteur de l'évolution, encore une fois, et chez Lamarck, chez Darwin, c'est la conservation. Si le vivant ne veut pas se conserver, il n'y a pas d'évolution, ni chez l'un ni chez l'autre. Et c'est ça que Nietzsche attaque, explicitement. Justement. Et c'est ça que personne ne s'attaque. Donc il s'agit de la vie en général et pas uniquement de la vie humaine. Alors après que dans un texte comme celui de Valérie, ça prenne la forme au fond la vie humaine, elle est du côté de la tendance créatrice alors que les autres sont du côté de la conservation, je pense que c'est une mauvaise manière d'hériter de personne. Je ne pense pas que personne puisse présenter des choses comme ça. Bon, ensuite, sur ta deuxième question, alors, tu vois, s'il s'agit de mobiliser le concept de dignité, si on admet que ce qu'on essaie de penser ici, c'est qu'on fond la vie en général, il faudrait accepter d'utiliser le concept de dignité pour l'ensemble du vivant. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. En tout cas, pour moi, c'est pas problématique de le faire, à partir du moment où on fait de la dignité l'envers, en sorte de cette précarité du vivant que j'ai essayé de essayer de penser et de mettre en compte. La question la plus difficile, c'est de savoir si on n'est pas quand même contraint de maintenir ces deux tendances. C'est-à-dire, est-ce que quand on essaie de penser la vie humaine, est-ce que d'une manière ou d'une autre, cette duplicité ne s'impose pas? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Et ce que tu disais, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de penser un déplacement mais qui ne soit pas destructeur? Probablement que c'est ce qu'il faudrait essayer, pas simplement de penser, mettre en œuvre. Il n'est pas du tout évident que ce soit possible. Pour le coup, je veux dire, il n'y a pas de happy end pour moi à cet exposé en ce sens-là. C'est-à-dire, je peux sûrement, mais tout va bien maintenant qu'on a identifié le problème et qu'on a mis en cause la figure du dépassement comme destruction, etc. On va faire un dépassement en route. Non, je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'au contraire, l'un des défis, probablement qu'on ne reviendra pas, c'est d'être capable de renoncer en fait à tout ce qu'on peut évaluer positivement dans ce qui relève de cette tendance excessive de la vie. C'est un peu ça le problème. Sur un plan économique, on peut renoncer est-ce qu'on peut imaginer une croissance verte? En gros, c'est un peu la question que je me pose. Non, mais je plaisante, très bien. Bon, peut-être pas, justement. Et peut-être que c'est ça le problème, parce que la croissance, en même temps, c'est bien. Donc, est-ce qu'on peut renoncer à ça? C'est un peu ça. Et moi, je lis, en un certain sens, chez Henri, et je vois dans le Buto et dans les espèces comme ça, de connexion que j'essaie de faire, un peu expérimentale, connexion, c'est comment je présente ça comme ça. Je vois quelque chose comme ce renoncement, ou une certaine forme de circonscription d'appel à ce renoncement. Parce que précisément, le problème, ça va être de rester debout. Voilà. Peut-être que le problème, voilà. Oui, mais c'est déjà bien et beau, en fait, de réussir à se mettre debout et de rester debout. Pour ce qui est de s'habiller, d'avoir des joyeux rouges à lèvres. Parce que je veux dire, non, parce que non, parce qu'on parlait hier du maquillage du danseur Buto et le fait de la poudre blanche qui se met, qui donne aussi un sens, un aspect très cadavérique, en fait, du corps, aussi très très bien ça. Une question. Peut-être, je peux Nathalie poser cette question et je peux la mélanger. Ouais, ok, Nathalie. Ah oui, j'ai oublié de mettre j'ai pas mis mon micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui.
Merci beaucoup, Grégory, pour cette tentative. Enfin, j'imagine que c'est un projet en cours et voilà, que tu es vraiment en pleine recherche enfin, sur ces champs. C'est vraiment intéressant de t'écouter dans cette heuristique. Euh, je trouvais très intéressant la mise en perspective effectivement, des deux conceptions de la danse chez Valérie et dans le Buto. Je trouve que ça donne un bon scénario, enfin, disons, pour comprendre justement les mouvements contradictoires en fait, dans la relation à la vie. Euh, et, euh, et j'avais en fait une question enfin en fait deux questions plutôt par rapport à ce que tu as proposé. Je me demandais comment tu situerais la pensée de Hans Jonas dans cette configuration, dans la mesure où on a un auteur avec Hans Jonas qui à la fois hérite en tant que biologiste d'un mouvement qui est le mouvement d'une forme de conservation, et aussi dans ses dimensions évolutionnistes. Et en même temps, on a un phénoménologue qui justement a cherché à penser quelque chose qui relève justement de la fragilité du vivant, alors qui n'est pas justement seulement humaniste d'ailleurs, puisque lui-même l'enracine dans aussi les dimensions végétales et animales. Et il me semble que, voilà, je me demande comment tu l'intégrerais dans ton dispositif. Il me semble plus intéressant à la limite presque que Michel Henry, qui je trouve est pour moi trop spéculatif dans sa manière même de poser ce diagnostic. Encore que, hein, c'est un autre niveau d'approche, mais voilà, je trouve que la pensée de Hans Jonas, de ce point de vue-là, colle davantage à un scénario de reprise en charge concrète de justement de ce phénomène de la fragilité ou de la précarité, comme tu disais. Donc voilà, je voulais te poser la question. Et puis l'autre question que j'avais concerne en fait comment dire, justement le scénario de ces deux mouvements contradictoires. Alors tu disais, c'est très compliqué de penser à un dépassement. Euh, euh, et, euh, et en fait, on peut se demander au fond, est-ce que c'est même l'enjeu de penser à un dépassement? Est-ce que justement, si on pense à un dépassement, on n'est pas reconduit à une forme de dialectique quelle qu'elle soit, et donc toujours à l'idée de devoir aller plus loin? Donc ce serait presque contraire à l'idée de renoncer à l'accroissement. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas justement plutôt se tenir dans un autre type de scénario qui serait justement alors une tension des opposés, de ces deux mouvements, sans du tout chercher à les dépasser d'aucune manière, mais à se tenir dans cette opposition. Et c'est ce que des philosophes russes comme Pavel Florensky ont nommé justement l'antinomie. Alors en un sens qui n'est pas kantien du tout, qui est critique par rapport à Kant, donc qui n'enclenche pas une sidération ou un échec de la raison, mais qui au contraire permet de penser une ouverture qui n'est pas un dépassement. Et en t'écoutant, ça résonnait pour moi. Bon, c'est des choses sur lesquelles actuellement je travaille, mais ça m'a vraiment, ça m'a frappé. Je me suis demandé si au fond, dans ce que tu essayes de mettre en avant, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait aller dans ce sens. Donc voilà, mes deux remarques ou questions. Merci pour les questions. Alors, malheureusement, je ne vais pas faire des réponses très articulées parce que pour Jonas, je sais bien qu'il y a des choses ici à mobiliser. Il faut que je relise tout ça et je n'ai pas encore le temps de le faire, donc c'est sur mon bureau et ça attend. Parce que lui-même parle de précarité aussi, hein, tu sais, c'est vraiment un concept de Jonas, la précarité. Oui, je sais bien, mais si tu veux, c'est toujours un peu pareil dans la vie intellectuelle, c'est qu'on arrive sur des thématiques par des voies souvent très détournées, et au bout du compte, moi j'y suis arrivé par la voie henrienne et j'ai essayé de la pousser le plus loin possible dans ce sens-là. Et c'est vrai que je sais que l'ensemble de ces questions devraient être repris à travers une toute autre exploration, si tu veux. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse intelligente à te faire là-dessus. Il faut que je repousse ma réponse au moment où j'aurai suffisamment travaillé. En revanche, si tu veux, ce que j'ai essayé de développer à d'autres moments, un peu autour de ce thème, n'est pas du tout connecté à la question de la danse ou de la philosophie d'art en général,
ces vues plutôt en particulier, c'est qu'il me semble quand même que dans les phénoménologies de la vie, alors là, du coup, je pense moins à Jonas, par exemple, à ce que fait Renaud, à ce qu'il faisait peut-être, parce que c'est en train de bouger un petit peu. Il y a toujours eu une sorte de transposition de ces deux oppositions, de ces deux tendances dans un vocabulaire phénoménologique, et en ce sens-là, par exemple, la théologie de la vie de Renaud Barbaras, à mes yeux, et ce sont des choses que j'ai écrites, enfin, bon, à mes yeux, enfin, réactive ou prolonge en quelque sorte ce Vitali, ou ne s'y oppose pas du tout. Alors, peut-être que c'est une manière de répondre sur Jonas, parce que Renaud aussi se revendique comme ça de la pensée de Jonas. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'aurai aussi une lecture critique de Jonas, mais il faut que je rentre vraiment précisément dans les textes. La pensée de Jonas, elle est dans son livre Introduction à la phénoménologie de la vie de Renaud, elle est critiquée en fait. Il se positionne contre en fait la pensée de Jonas. Donc c'est un anti-modèle pour lui d'une certaine façon. Donc peut-être que ça renverrait davantage à ce que toi tu cherches à faire. Enfin, effectivement, moi il me semble que le scénario de Hans Jonas c'est un scénario qui nous met davantage en relation avec les phénomènes et avec la réalité même très concrète du vivant. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait moi je me déplacerais sur ce terrain-là par rapport à une vision qui chez Michel Henry comme chez Renaud Barbaras est extrêmement spéculative. Mais je comprends que ça soit ta pente à toi et que ça te convienne davantage, enfin, bien sûr. C'est plus commode, quoi. Je ne sais pas si c'est plus commode, parce qu'en fait, oui, c'est peut-être plus commode parce qu'on est plus dans l'horizon, justement, de la réflexivité conceptuelle. Mais si on se confronte à, comme tu l'as fait, puisque tu as pris un exemple concret, justement, très empirique, quel est le statut de l'exemple? Enfin, toi, est-ce que c'est juste une façon d'illustrer ou est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que ça t'ancre dans les phénomènes concrètement? Enfin, c'est un peu ça l'enjeu. Oui, bien est-ce sûr. que c'est un prétexte? Non, c'est évidemment pas un prétexte. C'est en fait, pour le coup, c'est vraiment une émotion extrême qui va donner à penser quelque chose. C'est pas du tout une illustration de ce qui aurait été pensé préalablement. Et donc voilà, je garde la suggestion. Alors sur ta deuxième question, je ne connais pas Pavel Florensky, donc merci de la suggestion. Derrière ta question, il y a est-ce que. Alors pour le coup, il me semble que tu t'élèves sur un plan d'abstraction. La question, c'est quelles sont les chaînes conceptuelles qu'on peut mobiliser. Est-ce que la contradiction entre deux tendances est un bon schème conceptuel? Est-ce que juste, ça me fait penser qu'il y a assez peu de temps, j'ai retrouvé un passage de Patočka, mais je ne sais plus, là je ne peux pas vous dire où il se trouve, où il fait une lecture comme ça justement de Hegel, et où en fait il dit explicitement, au fond avec le concept d'Aufhebung, Hegel récupère sur un plan spéculatif toute la philosophie de la vie de son époque. Je trouve ça très frappant en fait comme remarque, parce qu'en fait je trouve ça très vrai. Et cette idée qu'au bout du compte, tu vois, le mouvement de l'esprit est un mouvement de stase, de contradiction et de dépassement de cette stase, etc. Je trouve en effet que ça ressemble pas mal à une transposition de ce qui est en train de se jouer dans les philosophies de la vie de l'époque. Alors, du coup, je reviens sur ta question. Est-ce qu'il faut d'autres modèles que la contradiction, que l'opposition? J'ai envie de te répondre un petit peu comme je répondais tout à l'heure, c'est que je me méfierais un petit peu de la tentative de trouver en fait une solution heureuse à cette tension dans laquelle on se trouve. Je pense quand même que l'opposition ou la distinction entre la conservation et le dépassement de cette conservation, je pense que c'est une donnée première et qu'en un certain sens, le seul motif conceptuel qui peut-être vaille pour nous aujourd'hui, c'est de renoncer. Excuse-moi, j'ai été éjectée. En fait, du coup, j'ai raté un bout. Je ne sais pas quel bout tu as raté. J'ai raté le Ah, tu as été moment. C'est convaincu par le fait qu'il fallait trouver une solution heureuse à la. Oui, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que si on admet que cette distinction entre deux tendances de la vie, qui est très ancrée d'abord dans la philosophie de la vie, et puis probablement qui est très ancrée dans la vie elle-même. Si on admet qu'il faut penser à partir de ces deux tendances, je ne suis pas certain que la seule solution ne soit pas de renoncer à l'une des deux, en fait. Et
et tout motif théorique qui consisterait à essayer de, malgré tout, alors sans que ce soit une Aufhebung, et de concilier, etc., toute reprise théorique qui consistera à faire ça, enfin, j'entretiendrai à son égard une certaine méfiance. Mais peut-être que j'ai tort, enfin, voilà, peut-être que c'est à creuser, quoi. Oui, mais justement, enfin, juste pour prolonger, justement, en fait, l'idée de, comme tu dis, renoncer à tous les deux, c'est-à-dire entrer dans une sorte de logique ni-ni. C'est ni l'un ni l'autre. Donc, d'une certaine façon, c'est effectivement renoncer à l'idée d'une dialectique au sens d'un dépassement qui chercherait à dégager une solution, comme tu dis, heureuse. Et ça, je suis d'accord avec toi, en fait. Moi, c'est justement ça que je mets en cause, c'est-à-dire l'idée d'un dépassement qui chercherait à finalement accroître, enfin ce serait contradictoire de toute façon avec l'un des deux mouvements, de vouloir à nouveau centrer sur l'accroissement par un dépassement. Et au contraire, enfin, l'idée c'est de rétrocéder, enfin, ce serait de rétrocéder en deçà. Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce que je croyais entendre à travers ce que tu évoquais. Je pense qu'on est d'accord. Et si tu veux, je crois que la grande difficulté, c'est que cette pensée vitaliste qui est présente dans bien autre chose que dans des pensées qui se présentent comme étant vitalistes, a cristallisé en idéologie de manière extraordinairement profonde, en fait. C'est un peu ce que j'ai essayé d'indiquer en disant, bon, au fond, il y a cette polarité, elle se trouve sur un plan dynamique avec de lecture du mouvement, aussi sur un plan des affects, etc. Je pense que véritablement, tu vois, qui ne condamnerait pas, tu vois, l'habitude, la routine, l'ennui, etc., comme des formes inférieures, des formes de détresse, comme des niches du vivant. Alors, je dis, d'autres lignes, enfin, plein de gens. Ce que je veux dire par là, c'est que, justement, disons que le cadre affectif qui est le nôtre est un cadre qui survalorise tout ce qui dépasse ça et qui, par conséquent, condamne cette dimension-là. Donc, il ne s'agit pas simplement de philosophie, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ce qui rend les choses extrêmement complexes. Y compris en nous-mêmes, hein. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'extrais absolument pas. Hein, ce sera extrêmement difficile de ne pas ressentir, de ne pas vivre les choses aussi comme ça. Donc, il s'agit vraiment de penser contre soi-même. Et alors, tout l'intérêt de se confronter à des choses comme le veto, parce que ça nous aide à penser contre nous-mêmes. Oui, contre une certaine tendance de nous-mêmes, parce qu'en fait, on peut aussi, pourquoi ce serait, voilà, on peut aussi se dire au fond le renoncement, la précarité, c'est aussi des valeurs entre guillemets qui peuvent être tout à fait actuelles même aujourd'hui. Tu disais c'est pas seulement philosophique. Enfin, effectivement, tous les mouvements qui vont dans le sens de la décroissance, d'un point de vue économique et social, c'est des valeurs dans lesquelles il y a un contre-courant là qui est tout aussi fort peut-être que le courant productiviste des années 60. Sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu vois, justement, je pense que la tâche, c'est de montrer que l'appel, la survalorisation de la croissance, en fait, n'est pas simplement une théorie économique, c'est vraiment une théorie idéologique au sens plein, c'est-à-dire elle touche à fond la philosophie, etc. Et qu'en ce sens-là, il y a des tendances contraires qui ne sont quand même pas ultra dominantes, hein, la montrera, mais il y a des tendances contraires en nous et hors de nous, et valoriser ces tendances contraires suppose de faire vraiment un travail sur soi-même, enfin contre soi-même, pour justement repérer tout ce qui s'y oppose. Et puis, voilà. Mais c'est pas de tout repos, c'est ça que je veux dire. Merci. Merci à toi. Oui, Charles. Oui, merci beaucoup, Grégory, pour ta communication intimidante de profondeur. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de Michel Henry et j'ai vraiment envie de bien comprendre ta thèse, la thèse que tu défends. Alors, je vais essayer de reformuler avec les mots et pour voir si j'ai bien compris. Est-ce que ce que tu essaies de dire, c'est que le buto nous révèle que le vivant, c'est-à-dire cet être qui agit, qui désire, qui projette, une négation de la vie, bien entendu comme qui ne désire rien, qui ne projette pas, ne veut pas. Est-ce que ce que nous montre Neuro-Bouchy, c'est le passage de la vie au vivant, c'est ce moment précaire, fragile, paisible,
l'on passe du non-vouloir au vouloir, de l'absence du désir au désir, etc. Est-ce que c'est ça? Oui, ça me paraît parfaitement résumé. Et je pense qu'il y a vraiment ça chez Antoine aussi. C'est le passage que j'ai lu, l'essence de la manifestation, en tout cas très frappant. Enfin, un penseur qui dit l'essence de la vie, c'est le repos, la vie n'est rien. Dans un contexte du XXe siècle et même phénoménologique en particulier. Avec toute la difficulté que tu vois, l'idée de placer dans la vie quelque chose comme une tendance au repos, à l'immobilité, etc., rappelle quand même très fortement ce que Freud appelait une pulsion de mort, justement. Donc il faut aussi affronter cette difficulté-là. La question du nihilisme, au fond, ça revient toujours un petit peu par derrière, c'est que est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas quelque chose aussi mortifère dans cette détermination de l'essence de la vie comme repos? Est-ce qu'au fond, c'est pas ce que Freud appelait le rêve de chaque moment de revenir à une organique? Est-ce qu'il y a ça? Et est-ce que c'est nihiliste, ça? Enfin, voilà, c'est des questions, évidemment. Et comme disait Nathalie, c'est en fait ce que je vous ai présenté, c'est une sorte de fragment de quelque chose de plus grande ampleur qui est en partie écrite, où j'essaie d'affronter ces difficultés-là. Merci. Question. J'aurais peut-être une petite question. Est-ce que un des problèmes fondamentaux pour justement essayer de réhabiliter en quelque sorte cet antivitalisme, cette idée d'une conservation de soi qui ne va pas de soi justement et qui ne serait pas forcément axiologiquement inférieure à cette tendance au dépassement. Est-ce qu'un des problèmes, c'est pas fondamentalement que pour se conserver, il faut intrinsèquement se dépasser d'un point de vue très matériel? Le simple fait de se nourrir, il faut déjà aller chercher au dehors de soi les conditions de possibilité pour cette conservation. Et bon, évidemment, c'est spéculatif, mais on peut traduire ça de manière économique, c'est-à-dire que la décroissance, elle consiste quand même dans une forme de production, et donc, et pas simplement dans le fait d'un arrêt ou d'un repos de l'économie. En fait, il y a une économie qui serait une décroissance, mais quand même un PIB, quand même de la production, et d'une certaine manière, il faut quand même que la terre fasse pousser les légumes, etc. Donc, il y a finalement toujours une croissance. Et comment est-ce qu'on pourrait... est-ce que ce n'est pas, du coup, première question, peut-être un frein à une réhabilitation de cette tendance antivitaliste? Et deuxième question, est-ce que si éventuellement on ne peut pas se passer de ce dépassement, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, ici d'un point de vue plus politique, retransformer cette idée de décroissance en une autre croissance, non pas une croissance économique qui serait une croissance technologique, une croissance verte, mais une croissance spirituelle, une croissance culturelle, une croissance artistique qui viendrait justement permettre de redéployer cette croissance dont on ne pourrait pas se passer. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est un peu ça la thèse de Michel Henry dans la barbarie. Enfin, tu vois, pour rebondir un peu sur Aurélien, probablement que si. Enfin, à mon avis, la plus intéressante et frontale critique qu'Henry fait du vitalisme et de la tendance excessive de la vie, il l'a fait en fait dans son art, sans critiquant le concept de plus-value en fait. Et pour répondre à ta question, c'est-à-dire effectivement, je pense que s'il y a un mode de production qui n'est pas un mode de production vitaliste, c'est un mode de production où il n'y a pas de production de plus-value, enfin, tu vois, très, très simplement. Donc, en ce sens-là. Alors après, du coup, si tu veux, là encore, je ne suis pas certain, je te dis, il n'y a pas de happy end, au sens où je n'ai pas envie, enfin, si j'ai envie, je ne m'autoriserai pas à vivre le côté, enfin, avec optimisme cette situation, c'est que, tu vois, la possibilité d'isoler une croissance spirituelle, artistique, etc., par rapport à une croissance économique, est une possibilité qui ne va pas de soi, en fait. C'est-à-dire que c'est précisément la croissance économique qui a rendu possible, qui a libéré, enfin, c'est des choses très connues, qui ont libéré du temps de loisir, qui ont libéré, etc. Donc, ce n'est pas du tout certain qu'on puisse avoir l'une sans l'autre. Et là encore, c'est en ce sens-là que c'est périlleux comme situation.
Alors après, si c'est une question d'indicateur, c'est juste, tu vas abandonner le PIB pour d'autres indices de croissance du type le bien-être, etc. Oui, de toute façon, mais ça, je pense que ça va vite arriver. Parce qu'on va avoir tellement de chutes du PIB qu'il va falloir trouver d'autres manières de dire qu'on a une croissance. Ça. Mais là, ce n'est pas simplement pour changer le thermomètre. C'est-à-dire, dans le fond de l'affaire, est-ce qu'on peut imaginer une croissance spirituelle, intellectuelle, artistique, de l'humanité, sans qu'il y ait quelque chose comme un sous-bassement économique réel, productif? Pas sûr. On pourrait corréler, c'est-à-dire que tout simplement avec l'idée de la baisse du temps de travail, au lieu de dire en fait on va baisser le temps de travail, de fait, j'avais une étude comme ça qui montrait, je ne sais pas à quel point elle était sérieuse, mais qu'il faudrait travailler entre 10 et 15 heures par semaine maximum pour respecter disons, la quantité des quotas de CO2, etc., de ce qui est viable, de ce que la Terre peut reproduire chaque année. Et du coup, en fait, ce qui me gêne avec cette idée, c'est que c'est très négatif de dire on va réduire le temps de travail, on va décroître, etc. Et je trouve que ce n'est pas très prenant comme idéologie, justement. C'est pour ça qu'il y a un frein, je trouve, à des projets comme ça. Voilà. Mais du coup, c'est très incoatif, hein, mais c'est-à-dire que ce qui est perdu de ce point de vue-là, en fait, c'est gagné autrement, parce qu'évidemment, c'est le travail d'André Gortz, etc., sur la libération du temps grâce à la baisse du temps de travail, avant même la problématique écologique. Enfin, bon, c'était juste. Oui, mais après, la libération du temps, enfin, évidemment, c'est un temps qui est vraiment recapté par le capital. Enfin, oui. Bon, on peut aller un peu de bord. Bien sûr. Mais là, je penserais plutôt d'un point de vue où on porterait une autre parole, une autre idée de ce que c'est que la vie, justement. Ça pourrait plus être prenant, être convaincant que simplement cette idée d'une décroissance qui fait pas très envie parce qu'elle est négative, en fait, et finalement, on ne veut pas trop oui, ce qui pourrait passer. Je suis d'accord. Il y a peut-être d'autres choses à montrer pour motiver les fonds que plutôt de comme le rouge. Ce n'est pas un modèle très souhaitable. C'est un modèle qui révèle. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Tu as des questions? Ah oui, dans le chat. Oui, bonjour. Désolée. Bonjour Grégory. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Mathilde. En fait, désolée, j'ai pondu un long pavé là, sur la conversation. Mais pendant ce temps, vous parliez déjà, vous avez tous répondu à ma question, c'est-à-dire, qui était en fait deux questions. Est-ce qu'on peut rapprocher ce que tu as dit de Canguilhem? En fait, moi, il y a quelques passages de Canguilhem qui m'ont fait penser à ce que tu as dit, notamment sur le fait que le vivant n'est pas finalisé pour la survie ou l'autoconservation, et qu'il y a des mouvements superflus, des mouvements qui ne sont pas tout le temps tournés vers la vie, notamment, on le voit très bien dans le Buteau. Et aussi, du coup, est-ce qu'on peut se servir de cette conception antivitaliste pour critiquer la pression qui est faite au corps, notamment le corps au travail, qui doit ne pas faire de mouvements superflus, qui doit être efficace et qui doit être finalisé un peu comme une machine. Enfin voilà, du coup, je pense que vous avez un peu répondu à mes questions. Sur Canguilhem, merci de la suggestion. Canguilhem, c'est, pour dire les choses vraiment très sommaires, et c'est encore une autre configuration très intéressante dont je n'ai pas parlé, c'est que, au fond, il me semble que le fond de la thèse de Canguilhem, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment d'opposition à un certain niveau entre conservation et création, parce que la conservation suppose justement quelque chose comme une création. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour un vivant de poser des normes qui rend possible quelque chose comme sa conservation. Donc, c'est encore une autre configuration que je trouve intéressante et peut-être dans laquelle il faudrait aller puiser pour retrouver des issues. Mais bon, ça me prendrait peut-être trop de temps de te répondre. Après, sur la question du travail, quel est le sens de ta question? Enfin, tu me disais, est-ce qu'au fond, une perspective comme celle que j'ai essayé d'esquisser ici est aussi une critique de la normativité
normalisation du travail, enfin de la mécanisation du travail, etc. C'est ça la question? Oui, tout à fait, mais comme on parlait déjà du monde du travail, d'André Gorz, tout ça, je suppose que oui. Oui, enfin, je trouve ça. Si tu veux, voilà, pour répondre en 2 mots, ce que je trouve. Enfin, il y a 2 manières de montrer un corps qui échappe à la mécanisation du travail. Soit tu montres un danseur ou une danseuse très aérien, plein de grâce, enfin voilà, type Platine, etc., pour caricaturer, et on dit oui, non, ça, on est vraiment très loin de la mécanisation, etc. Soit tu montres le corps de Komuro Bushi, dont on sent très bien, de toute façon, il échappait à toute mécanisation. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce truc, de cette espèce de. Voilà. Et donc, oui, enfin, je suis assez d'accord. Et simplement, je suis plus sensible à la critique de la mécanisation par l'espèce d'anorganicité de Komuro Bushi que par l'exhibition de la grâce, voilà, de la belle forme. Tout à fait. Bah, ça répond très bien à ma question et du coup, enfin à mes 2 questions, il y avait Canguilhem et le monde du travail, donc merci. Je ne sais pas s'il y a pas d'autres questions pour clore l'écran. Oui, merci encore. Allez, merci beaucoup.